Il y a des enfants qui vont vivre le fait que les parents en conflit ne veulent pas du tout voir des objets offerts par l'autre parent chez eux ou critiquent l'habillement de l'enfant chaque fois qu'ils passent de l'un à l'autre. Et je dirais que l'extrême, c'est quand les parents, en fait, ne peuvent plus voir les compétences de leur enfant par vengeance de l'autre parent. Vacarme. Guerre des ex, quand l'enfant devient une arme. Laurence Di Félix, Raphaël Boucher. En Suisse, on estime que 2 mariages sur 5 se termineront un jour par un divorce. Il est loin, bien sûr, le temps où les notions de faute ou de conduite déshonorante entraient en ligne de compte. Loin aussi le temps où l'on stigmatisait les personnes divorcées ou leurs enfants. Se séparer, c'est devenu un acte presque banal. On parle beaucoup de médiation, de garde partagée ou de coparentalité. Mais les évolutions de la société n'ont évidemment effacé ni la colère, ni la rancœur, ni la souffrance qui accompagnent parfois une séparation. Les enfants en particulier se retrouvent tiraillés entre leurs 2 parents quand la situation s'envenime, quand les tribunaux s'en mêlent, quand la guerre des ex s'éternise. Cette semaine, Vacarme se penche sur le cataclysme émotionnel vécu par ces enfants de divorce houleux. Ces enfants parfois manipulés ou aliénés, comme on dit. Aujourd'hui, nous nous attarderons d'ailleurs sur le syndrome d'aliénation parentale, identifié dans les années 80 par le psychiatre américain Richard Gardner. Un terme extrêmement controversé, notamment par les milieux féministes, un terme souvent utilisé à tort et à travers. Mais d'abord, nous nous rendons à la Fondation Astram à Lausanne, qui organise des groupes de soutien destinés aux enfants dont les parents se séparent. Des enfants que la psychologue Gaëlle Mazin s'apprête à accueillir. Voici Loyal, tu seras, un reportage de Katia Beach réalisé par Jean-Daniel Mottet. Je suis en train de préparer les coussins au sol parce qu'on commence la séance où on s'assoit tous un petit peu en cercle sur un coussin. On commence la séance avec un petit tour, on a un petit outil qu'on appelle l'émotiomètre, puis il faut qu'il se situe dans le rouge, orange, jaune, vert, comment ça va, un peu pour donner leur humeur du jour, puis les dernières nouvelles, comment ça a été la semaine. Et puis là on a plein de, je sais pas si vous voulez que je vous montre, on a plein de petits objets, de petits matériaux, des choses dures, des choses molles, douces, des choses qui piquent, des choses qui font un peu du bruit. Des petites clochettes, des plumes. Oui. Des smileys. Et ça sert à quoi? En fait, après, on reprend les émotions, puis par exemple, il va dire... Ah bah moi, quand je pense à la séparation de mes parents, je ressens de la colère. Alors on va dire d'accord, puis alors ça serait comment la colère? Et puis, je sais pas, imaginons, il va dire, ah bah ça serait comme une grosse boule comme ça, là, dans ma tête. Puis du coup, il la colle sur sa silhouette. Donc je mettrais une petite clochette. Ça leur permet d'illustrer ou de symboliser concrètement ce qu'ils ressentent. Oui, c'est ça. Puis de prendre un petit peu conscience du lien émotion et corps, où on ressent dans son corps, parce que c'est pas forcément au même endroit. Et puis qu'on peut aussi ressentir plusieurs émotions à la fois. Est-ce qu'on peut voir des silhouettes qu'ils ont réalisées pour leurs émotions? Oui, alors peut-être on peut aller là-bas. Ouais. C'est là-bas qu'elles sont stockées. Alors... Oui, c'est des dessins à taille réelle en fait. C'est ça, en fait, c'est leur silhouette au sol. Ça, c'est une silhouette qu'eux-mêmes ont dessinée par terre. Oui, c'est ça, c'est la silhouette d'un garçon du groupe précédent. Voilà, il y avait de la peur, il y avait 3 boules dans le ventre, il disait, et puis il y en a une qui est plus grosse, celle-ci. Et il disait, celle-ci, elle est plus grosse et elle me fait plus mal, puis elle grossit, c'est quand mes parents ils se disputent et que je les entends se crier dessus, cette boule elle grossit. Je crois qu'il y a vos enfants qui viennent d'arriver, les enfants. Oui. Ah. Alors, entrez. Je te laisse aller prendre ta veste. Alors, bonjour à tous. Tu veux l'accrocher, la carte? Voilà, on voit qu'on en a la 3e séance. Vous voyez qu'on accroche la 3e carte. Puis ça vous donne peut-être un indice sur le thème de la séance. Être fier de soi, ouais. Un peu, on dirait être fier de soi et l'estime de soi de manière générale. Puis, à votre avis, pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? C'est quoi le rapport avec la séparation des parents?
On s'est aperçu à Astram, c'est vrai que quand les enfants ils ont des parents séparés, qu'il y a beaucoup de conflits, ça met un petit peu à mal l'image qu'on a de nous-mêmes. Oui. Moi aussi. Il y a des enfants qui pensent du coup qu'ils sont nuls ou qu'ils valent pas le coup parce que les parents ils continuent quand même de se disputer. Donc voilà pourquoi on va faire cette séance aujourd'hui. On va commencer, on va lire une histoire d'abord, puis après on va faire l'activité. Je sais pas. Gaëlle Mazin, vous êtes psychologue. Ces groupes de soutien, c'est quoi l'objectif finalement ? Ça leur permet de rencontrer d'autres enfants, de voir qu'ils sont pas seuls, puis de partager ensemble ça, de rompre un peu des fois l'isolement où en classe ils osent pas trop en parler aux autres. Parfois il y en a qui peuvent avoir un sentiment de différence ou de honte par rapport à la séparation des parents. Et puis ça nous permet de voir un petit peu quel récit il y a eu autour de la séparation. Des fois, il y a un parent qui va mettre toute la faute sur l'autre parent. Puis ça, c'est assez compliqué pour l'enfant de se construire avec ça, un récit très déséquilibré, parce que ça l'incite à prendre parti. Pourquoi la séparation des parents impacte l'estime d'eux-mêmes ? Il peut avoir plusieurs raisons. Par exemple, un parent qui dirait on s'est séparés pour ton bien. C'est vrai que ça peut induire chez l'enfant une certaine culpabilité. Donc ça peut être aussi des enfants qui sont pris dans des conflits de loyauté très forts entre des parents. Par exemple, quand il y a des situations extrêmement conflictuelles, malheureusement ça arrive. L'enfant il devient un peu des fois le bras armé d'un des parents pour faire mal à l'autre ou pour un peu se venger. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez détecter lors de ces groupes de soutien, ces petites instrumentalisations, ces manipulations ? Oui, alors on peut le détecter dans ce que peut dire parfois l'enfant. Par exemple, un enfant qui raconte jamais ce qui se passe chez papa ou chez maman, il doit maintenir une forme de secret. Ou je repense à des enfants qui avaient vraiment leurs affaires chez papa, leurs affaires chez maman, puis il y avait aucun, même pantalon, paire de chaussettes qui devait passer d'une maison à l'autre, qui devait vraiment se couper d'un parent quand il était chez l'autre. La prochaine séance, on invite l'enfant à parler de ses différents lieux de vie. Donc il dessine en fait sur une feuille, on divise en 4, puis il dessine chez papa, chez maman, à l'école, et puis la 4e case, il choisit une activité qu'il aime bien faire, une activité extrascolaire. Puis l'idée, c'est que je pourrais vous montrer des photos, mais il y a des petits cailloux sur la table, puis il y a des petits pétales ou des petites fleurs, et puis c'est un peu pour chaque endroit de dire qu'est-ce que j'aime bien là, puis qu'est-ce que j'aime moins, ou qu'est-ce qui est plus difficile. Et puis il y a des enfants pour qui, par exemple chez un parent, c'est tout bien, tout chouette, puis l'autre parent c'est tout noir, il y a plein de cailloux, et puis par contre chez l'autre parent il y a plein de pétales. Puis ça nous alerte un petit peu de se dire qu'est-ce qui fait que chez un parent tout est chouette, puis à l'autre il y a rien qui va. Et comment ça s'explique si un enfant dessine des pétales d'un côté que des cailloux de l'autre ? Qu'est-ce qu'on peut supposer ? Ce qu'on suppose, c'est qu'il y a, je dirais, un conflit de loyauté, mais assez important, puisqu'on peut appeler des loyautés clivées. C'est quoi un conflit de loyauté ? Alors, un conflit de loyauté, c'est quand il n'arrive plus à satisfaire ces deux loyautés. C'est-à-dire, il peut plus se montrer à la fois loyal à papa et loyal à maman. Parce que s'il est loyal à papa, ça fait du mal à maman, ou maman lui en veut, et puis inversement. Et du coup, l'enfant, il se retrouve un peu dans une impasse. Et puis, il n'y a pas 15 000 issues. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que soit l'enfant, il va se saboter lui-même, puis c'est des enfants qui peuvent soit montrer des symptômes dépressifs, avoir des problèmes scolaires parce qu'ils n'arrivent plus à investir les apprentissages. À l'extrême, faire des tentatives de suicide, des troubles du comportement alimentaire. Ou bien, l'autre issue, c'est de se couper d'un parent. Parce que, c'est une issue au conflit, comme ça, il n'y aura plus de problème. C'est la solution, l'autre solution. Mais c'est assez dévastateur pour l'enfant. Parce que, du coup, il se coupe d'une partie de lui-même. Victor rêve souvent que ses parents se remettent ensemble. Mais il a compris que ce sont des histoires d'adultes et qu'il ne peut rien faire pour changer ça. Et on peut voir la tête de Victor. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Elle est triste, mais la fin heureuse. Elle est triste, mais la fin heureuse, tu as dit ? Est-ce que vous pensez, ça c'est quelque chose, est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Est-ce que les parents ils peuvent s'arrêter de vous aimer un jour, vu qu'ils ne s'aiment plus ? Non ? Si, il y a une personne qui a... Il y a une personne qui a déjà eu ça ? Ouais. Mais vos parents, est-ce que vous les aimez toujours ?
malgré qu'ils soient séparés. Oui. Ouais. Alors, l'activité. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va découper plein de petits pétales de couleurs. Puis chacun, il va écrire sur ces pétales des qualités ou des choses qu'il aime bien chez les autres. Et puis, s'en donner aussi des pétales. Et puis, on va se les coller dans le dos. On a du petit scotch. Après, vous pourrez les coller sur une grande feuille, puis les coller comme vous voulez, selon la forme que vous voulez donner. Et puis, à la fin, on donnera même un petit truc à faire pour les parents à la maison, pour compléter ces pétales. Oui. Allez, je vais vous donner des signaux à tout le monde. Voilà. Toi, t'as collé quoi comme qualité? Moi, j'ai mis ça et ça et ça et ça et ça. Mais ça fait beaucoup de qualité, ça. Alors là, il y a écrit sensible, imaginatif et rigolo. Ça, c'est tes qualités? Oui. Ouais. Avant, tu savais pas que t'avais des qualités? Non. Maintenant, tu sais. Oui. Et toi, tu connais tes qualités? C'est quoi tes qualités, tu crois? Je sais pas. J'en ai pas. Il y en a des qualités écrites sur ta feuille. Il y en a beaucoup. Bon, je sais pas. Tu sais pas. Et jolie, à l'écoute et délicate et sensible. Ça, c'est des super qualités, ça. Oui. Unité de consultation Les Boréales. Alessandra Duc-Marwood, vous êtes donc pédopsychiatre. Quand on parle d'aliénation parentale, le syndrome d'aliénation parentale, on parle de quoi précisément ? Alors c'est vraiment dans des situations où un parent, à un moment donné, décide qu'il ne veut plus que son enfant ait de contact avec l'autre parent et évoque pour cela un certain nombre d'éléments qui sont parfois objectifs. Par exemple, un père qui dira à son enfant « mais en fait ta mère ne voulait pas être enceinte, quand tu étais dans son ventre, elle ne voulait pas te garder ». Et le parent aliénant va déconstruire tous les liens de son enfant avec le parent aliéné. Par exemple, on aura certains parents qui vont dire que les frères et sœurs que cet enfant a, qui sont d'un premier lit du parent aliéné, sont pas ses frères et sœurs. Donc ils vont déconstruire progressivement tous les liens que l'enfant peut avoir avec l'autre parent ou la famille de l'autre parent. Et l'enfant aura un discours complètement déconstruit. Il va raconter tout ce en quoi le parent aliéné est un mauvais parent, en se plaquant complètement sur le discours du parent aliénant, avec aucun regret, aucune émotion, aucune négociation possible. Il ne voit que le négatif sur le parent aliéné et il se définit comme n'ayant pas besoin de cet autre parent. Et il a aussi un discours en général très strict en disant « c'est moi, c'est mon libre choix de ne plus voir ce parent, c'est moi qui décide », sans qu'il y ait aucune fissure, aucun regret, aucune souffrance exprimée. Donc ce syndrome d'aliénation parentale est aujourd'hui controversé. Pour quelle raison ? Alors il est controversé parce qu'en fait ce syndrome est évoqué dans toutes sortes de contextes qui sont pas de l'aliénation parentale. Tout d'abord, il faut rappeler qu'on peut pas parler d'aliénation parentale quand il y a de la violence sur l'enfant. Donc à ce moment-là, le fait que l'enfant souhaite pas voir un parent est une réaction normale de peur de la violence. Et d'autre part, il y a une aliénation qui est plutôt une construction faite à trois, qui a été décrite par Stefano Cirillo en Italie, qui est en fait une aliénation faite par un parent qui est motivé à ce que son enfant voit l'autre parent, mais qui réagit très fort émotionnellement à certains vécus d'insatisfaction de son enfant. Alors, un exemple, l'enfant va chez son père qui est dans un nouveau couple après avoir quitté la mère de son enfant. Et puis, il a des bons liens avec l'enfant de sa nouvelle conjointe. Et quand l'enfant rentre chez lui, il dit à sa maman, voilà, papa s'est pas occupé de moi ce week-end. Et la maman, qui a elle-même été quittée par le papa, vit
vit très fort émotionnellement cet abandon de son enfant et va réagir très fort en disant « Mon Dieu, c'est affreux, je peux comprendre ce que tu vis ». Et puis ça va renforcer le sentiment de souffrance de l'enfant qui, la fois suivante où il va chez son père, va être d'autant plus sensible à n'importe quel signe d'abandon, va en reparler à sa mère et progressivement va voir dans les réactions émotionnelles de sa mère que ça lui fait du mal d'aller chez son père. Et à ce moment-là, il va décréter qu'il veut plus aller chez son père. Mais la maman n'aura pas eu un discours objectivement aliénant sur le père, elle aura simplement surréagi émotionnellement à quelque chose qui réactive son traumatisme de rupture du couple. Et là, on n'est pas dans de l'aliénation parentale au sens de Gardner, comme il l'a décrit. Est-ce que l'aliénation, elle peut être inconsciente ? Alors, de nouveau, si on revient sur le syndrome d'aliénation de Gardner, elle n'est pas inconsciente, mais elle peut être liée à une pathologie psychiatrique d'un parent. Donc, à ce titre-là, on peut dire que c'est pas conscient, c'est pas fait exprès. C'est la souffrance psychique du parent qui lui donne le sentiment que le parent est dangereux. Maintenant, il y a ce syndrome décrit par ce thérapeute italien, et ça, c'est pas volontaire. Ce parent-là va vraiment dire, mais moi, je veux que mon enfant aille voir son autre parent, et il n'a pas du tout conscience de ces réactions émotionnelles qui, en fait, aliènent l'enfant, mais bien malgré lui ou elle. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on parle d'aliénation parentale pour un peu tout type de situations qui n'en sont ou qui n'en sont pas. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est contesté au niveau des tribunaux. C'est un peu comme les pervers narcissiques. Enfin, on entend beaucoup « mon conjoint est un pervers narcissique ». Je dirais que c'est des concepts qui passent comme ça dans la population en général ou dans les milieux professionnels qui ne sont pas forcément spécialisés dans ces problématiques-là. J'ai l'impression aussi, c'est des situations tellement complexes, où quand on voit un parent, quand on voit l'autre, on est convaincu que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Ils ont une version très différente l'un de l'autre de ce qui se passe. Puis je pense que tous les professionnels sont un peu désemparés. Puis finalement, ces termes de pervers narcissique ou d'aliénation parentale, c'est des termes qui semblent pouvoir mettre sous un chapeau quelque chose qui nous échappe. Donc je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé, puis qu'on perd un peu la rigueur diagnostique de départ. En tout cas, dans les couples, on peut voir que la grande mode, c'est chez les hommes de traiter les femmes d'aliénantes pour cacher parfois des comportements maltraitants, et à l'inverse, chez les femmes, de traiter les hommes de pervers narcissiques pour éviter, elles, de se confronter à ce qu'elles font vivre à leur enfant quand elles ne donnent pas accès au père. Donc il faut distinguer un comportement aliénant d'une situation d'aliénation parentale réelle. Ouais. Et le comportement aliénant est un comportement violent et maltraitant à l'égard de l'enfant, mais qui aboutit pas forcément à une aliénation parentale. Quels sont les autres types de comportements dans le cadre d'une séparation qui sont dommageables pour le psychisme de l'enfant ? Alors, tout conflit est dommageable pour le psychisme de l'enfant à partir du moment où l'enfant est concerné par le conflit. Il y a des enfants qui vont vivre le fait que les parents en conflit ne veulent pas du tout voir des objets offerts par l'autre parent chez eux, ou critiquent l'habillement de l'enfant chaque fois qu'il passe de l'un à l'autre. Il y a une gradation qui peut aller encore beaucoup plus loin dans le fait qu'il y a des besoins des enfants qui peuvent pas être comblés par un parent parce qu'il trouve que c'est l'autre qui devrait le faire. Typiquement, certains enfants qui auront pas d'argent pour manger quand ils sont chez un parent parce qu'ils considèrent que c'est l'autre qui devrait payer et donc ne donnent pas à manger à leur enfant. Et je dirais que l'extrême, c'est quand les parents, en fait, ne peuvent plus voir les compétences de leur enfant par vengeance de l'autre parent. Alors, un exemple qui, pour moi, est assez caractéristique, c'est un enfant qui, quand il est chez son papa, par exemple, peut prendre le bus tout seul, peut avoir une certaine autonomie pour aller voir ses potes et s'amuser. Puis quand il est chez sa mère, elle va absolument pas lui permettre de prendre le bus. Et là, on va avoir un enfant qui, en fait, peut plus avoir de reflet dans le regard de ses parents de ses propres compétences. Et les parents vont prendre des postures qui sont vraiment contre l'autre parent et pas centrées sur comment l'enfant se développe. Et ça, je dirais que c'est l'atteinte quasi la plus forte que peut vivre un enfant, d'autant plus s'il est petit puis qu'il est en construction et qu'il a besoin de voir dans les yeux de ses parents qui il est. D'ailleurs, en préparant cette série de reportages, un autre exemple, on a sollicité certains enfants pour répondre à des interviews. Dès lors qu'un des parents a accepté le principe, le deuxième parent refuse, juste pour être en désaccord.
Alors dans les conflits très sévères de séparation, c'est la règle, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des parents qui sont d'accord sur rien. Ça touche tout, les loisirs que les enfants ont envie de faire. Si un parent entend que l'enfant a envie de faire du foot et puis que l'autre va refuser en disant c'est ton premier parent qui t'a mis ça dans la tête, on l'entend pour les soins. Il y a des enfants qui ont 2 pédiatres et puis il y a des enfants qui même ont 2 prénoms, hein, c'est-à-dire que les parents vont choisir de pas utiliser le même prénom que l'autre parent parce qu'au départ ils étaient peut-être pas d'accord sur le prénom et donc ils vont pérenniser ça en appelant chacun leur enfant avec un prénom différent. Ici, au Boréal, vous organisez également des groupes de thérapie avec des parents. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces groupes de thérapie? Comment ça s'organise? Alors c'est des groupes qui se passent sur 8 séances et les conjoints sont chacun dans un groupe différent mais sont mélangés, c'est-à-dire que on n'aura pas un groupe où on mettrait plutôt les auteurs de violence ou les auteurs d'aliénation et l'autre groupe les victimes, mais on va mélanger dans les groupes tout le monde et le fait d'être avec d'autres parents qui souffrent de l'autre position, d'être confrontés à un discours très centré sur l'enfant, d'avoir des thérapeutes qui les stimulent à réfléchir, permet souvent à ces parents-là tout d'un coup de réaliser que l'enfant existe et qu'il n'y a pas que le conflit ou il n'y a pas que le besoin d'aliéner l'autre parent. Ok. Bonsoir, bienvenue à notre dernière séance de ce processus de groupe. Bien sûr que ce sera l'occasion d'en faire un bilan. Et avant ça, on va prendre le temps, comme on a eu l'habitude à chaque séance de groupe, de récolter un peu vos témoignages, vos expériences entre notre dernière fois et aujourd'hui. Oui, j'ai déjà vu de nouveau des cas où il m'accusait des choses. C'est dès qu'il est malade, il y a un problème, c'est pas normal. Puis il comprend pas qu'il a fait chaud, froid, puis qu'il va au jardin d'enfants, puis qu'il chope le rhume. Donc voilà. Ouais. Vous êtes d'accord qu'on prenne ce temps pour vous replonger dans le questionnaire, de vous auto-évaluer, comme on dit, hein? Est-ce que je peux vous demander de me lire un petit peu ce questionnaire? Qu'est-ce que vous devez remplir? Je suis capable de communiquer directement sans passer par l'enfant avec l'autre parent pour passer des informations. Je suis capable de parler en bien à l'autre parent en présence de l'enfant. Voilà, ça c'est la question numéro 2. La question numéro 3, c'est je suis capable de faire confiance à l'autre parent et la considérer comme le meilleur gardien possible en cas d'imprévu. Alors je vous laisse mettre vos notes par exemple. Vous allez mettre combien au moment de la séparation, aujourd'hui et après la dernière séance de groupe? Je ne vais pas arriver dans un conflit, surtout avec son avocat. Donc du coup, voilà. Il suffit qu'elle entende. D'accord. Donc je ne vais peut-être pas dire les réponses que je vais mettre. Je sais qu'est-ce que je vais mettre, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Ce groupe, ça vous a appris à mieux communiquer? Alors, l'avantage de ce groupe-là, si j'ose dire, c'est le fait d'être avec d'autres parents qui vivent la même situation. Et puis quand je vois ce qui se passe ailleurs, on se dit, mais non, double, c'est vrai qu'il y a aussi ça chez moi, mais pourquoi est-ce que je le fais? Et puis c'est vrai qu'il y a une remise en question. C'est d'avoir un reflet extérieur de la situation. Exactement, tout à fait. C'est vraiment avoir un reflet puis de se dire non double, mais c'est vrai qu'on ne voit pas quand on fait des erreurs, on voit les erreurs des autres. Et c'est vrai que là on se dit on fait comme ça ou bien ah non nous on fait différemment, on fait mieux ou on fait moins bien. Mais à savoir que personne n'a la science infuse. (58 236 236 0) pour réagir à ce reportage de Katia Beach. Peut-on se séparer dignement en mettant sa haine dans sa poche pour épargner au maximum ses enfants? Comment limiter le plus possible les dommages psychologiques d'une séparation très conflictuelle? Nous attendons vos témoignages au 058 236 236 0. Vacarme, Laurence Di Félix,
Raphaël Bouchet, Katia Beach, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet. Demain, nous tenterons de comprendre pourquoi l'opinion de l'enfant n'est pas toujours prise en considération par la justice. On voit beaucoup de situations où les enfants sont un peu utilisés comme, excusez-moi le terme, mais un peu comme de la munition permettant de continuer le conflit, de pouvoir dire et de confirmer que l'autre n'était pas la bonne personne, etc. Et il appartient à la justice, dans une décision, de prendre tous ces éléments en compte. Jeu d'influence, un reportage à découvrir demain dès 13h. Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui. Place à Histoire.